parti. Le sujet du jour, comment on fait pour garder la tête froide quand tout autour de nous nous pousse à la perdre? On va essayer de décortiquer ensemble comment fonctionne l'esprit critique. On démarre avec une question qui a l'air toute simple. Aujourd'hui, on a accès à toute la connaissance du monde, littéralement, au fond de notre poche. Logiquement, ça devrait faire de nous des petits génies, non? Eh bien, c'est pas si évident. En fait, c'est même tout le contraire. Certains chercheurs parlent d'apocalypse cognitive. Alors, pas de panique, apocalypse, ça veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation. C'est simplement la révélation de toutes les petites failles, de tous les bugs de notre cerveau face à ce déluge d'informations. Alors, pourquoi notre cerveau est en surchauffe? C'est assez simple en fait. On doit gérer une quantité de données absolument gigantesque. Sauf que notre cerveau, lui, il n'a pas vraiment évolué depuis la préhistoire. Il n'est pas câblé pour ça. Regardez-moi ce chiffre. Il est juste dingue. 90% de toute l'information qui existe dans le monde a été créée juste sur les 2 dernières années. C'est un véritable tsunami de données qui nous tombe dessus chaque jour. Et du coup, le cœur du problème, c'est que l'information qui nous arrive le plus, ce n'est pas forcément la plus vraie ou la plus importante. Non, c'est juste celle qui est la meilleure pour capter notre attention. C'est pour ça qu'on parle de marché de l'information. Et sur ce marché, la vérité ne pèse pas lourd face à ce qui fait le buzz. Forcément, sur Internet, cette bataille pour l'attention, elle a des règles un peu particulières. Ce qui est nuancé, ce qui demande de réfléchir, ça a beaucoup de mal à percer. Par contre, ce qui est extrême, choquant, ce qui joue sur nos émotions, eh bien ça devient viral à une vitesse folle. Ce qui est fou, c'est le déséquilibre qu'on peut observer. Une toute petite minorité, 1% des comptes seulement, des gens hyperactifs, produit à elle seule un tiers de toute l'info qui circule. Ils saturent complètement l'espace et du coup on a l'impression qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'en réalité. Et tout ça va de plus en plus vite. En 1963, après la mort de Kennedy, il a fallu presque un mois pour qu'une rumeur commence à s'installer. Aujourd'hui, en 1 heure, une fausse information a déjà fait le tour du monde. La vérité, elle, met toujours beaucoup plus de temps à mettre ses chaussures. C'est évidemment dans ce terreau que le complotisme s'épanouit. Alors, juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, le complotisme, en gros, c'est cette manière de voir le monde où on rejette systématiquement les explications officielles et on les remplace par l'idée qu'un petit groupe, dans l'ombre, tire toutes les ficelles. Mais attention, on arrive à la partie la plus importante. Parce que si on tombe dans tous ces pièges, c'est pas uniquement la faute d'Internet. Le vrai problème, il est entre nos deux oreilles. Ce sont les réglages d'usine de notre cerveau. Il est programmé pour prendre des raccourcis, pour économiser son énergie. C'est ce qu'on appelle la pensée paresseuse. Tiens, un petit test pour voir comment ça marche. On lit bien l'énoncé, une maladie très rare qui touche une personne sur 1000. Un test super fiable, à 95%. Quelqu'un est testé positif. À votre avis, quelle est la probabilité qu'il soit vraiment malade? La première réponse qui vient en tête, c'est souvent 95% évidemment. Eh ben non, c'est faux. La vraie réponse, c'est environ 2%. Oui, 2%. C'est ce qu'on appelle un casse-cerveau. Notre intuition s'est complètement plantée. Mais alors pourquoi? Alors, on reprend calmement. Sur 1000 personnes, il y a un seul vrai malade. Ok, mais le test, il se trompe dans 5% des cas. Donc, sur nos 1000 personnes, il va déclarer malade 50 personnes qui sont en parfaite santé. Ce sont des faux positifs. Au final, on se retrouve avec un vrai malade, noyé au milieu de 50 personnes qui ont été testées positives à tort. C'est simple, mais notre intuition oublie ce détail. Allez, un autre, beaucoup plus rapide. Un pack raquette plus balle coûte 110 euros. La raquette coûte 100 euros de plus que la balle. La question, combien coûte la balle? Là encore, la première réponse qui fuse, c'est 10 euros et c'est encore raté. Faisons le calcul. Si la balle coûtait 10 euros, la raquette coûterait 110 euros, 100 de plus, et le total serait de 120, pas 110. La bonne réponse, c'est 5 euros. La balle coûte 5, la raquette 105, et le total est bien 110. L'esprit critique, c'est avant tout ça, apprendre à douter de sa première intuition. Et ça nous amène à un autre piège super courant, le biais du survivant. L'histoire est géniale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs voulaient renforcer les avions. Pour ça, ils ont regardé où les avions qui revenaient de mission avaient des impacts de balles. Le raisonnement logique, c'était de blinder ces zones. Mais c'était une énorme erreur. Il fallait faire l'inverse, blinder les zones où il n'y avait aucun impact. Pourquoi? Parce que les avions qui étaient touchés là n'étaient jamais revenus pour en témoigner. On ne voyait que les survivants. Bon, maintenant, imaginez tous ces petits bugs de notre cerveau, mais multipliés par une technologie surpuissante, l'intelligence artificielle.
L'IA, c'est un outil formidable, mais ça peut aussi devenir une machine à exploiter nos faiblesses cognitives à une échelle jamais vue. Sur le web, il y a de nouveaux habitants, des robots, les bots. Certains sont utiles, mais d'autres, les bad bots, se font passer pour des humains pour manipuler les conversations. Et il y a un phénomène encore plus étrange, la zombification d'Internet. C'est quand des IA créent du contenu en s'entraînant sur du contenu déjà créé par d'autres IA. Le web tourne en boucle sur lui-même et ça donne une espèce de soupe numérique sans aucun lien avec la réalité. Un exemple parfait de ça, c'est ce qu'on a appelé le stoïcisme Jim Bro. Ce sont des chaînes YouTube entièrement gérées par des intelligences artificielles qui fabriquent des vidéos à la chaîne. Elles mélangent des images de statues grecques avec des conseils de développement personnel un peu clichés. L'unique objectif? Zéro. Enfin si, un seul, générer des clics. L'outil le plus spectaculaire de cette nouvelle ère, c'est le deepfake. Cette technologie permet de créer des fausses vidéos ultra réalistes. Et le plus grand danger de ça, c'est ce qu'on appelle le scepticisme opportuniste, c'est-à-dire la possibilité de nier n'importe quelle vérité quand elle ne nous arrange pas. « Ah non, ce n'est pas moi sur cette vidéo compromettante, c'est un deepfake », ça devient l'excuse ultime. Ok, je sais, le tableau a l'air un peu noir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis, on peut s'entraîner. L'esprit critique, c'est comme un muscle, ça se travaille. Alors voici un petit guide de survie pour muscler son cerveau et reprendre un peu le contrôle. Il y a 3 règles d'or à retenir. Règle numéro 1. Si une info provoque une émotion très forte, que ce soit de la colère ou de la joie, on fait une pause, on ne partage pas tout de suite. L'émotion, c'est un signal d'alarme. Deuxièmement, on doit se méfier de ce qu'on a envie de croire, c'est le piège numéro 1. Et enfin, troisièmement, on a le droit de douter de tout, mais à partir du moment où on affirme quelque chose, c'est à nous d'apporter les preuves. Cette phrase résume tout parfaitement. Avoir l'esprit critique, ça ne veut pas dire être fermé à tout. Au contraire, c'est être ouvert aux idées nouvelles, mais pas au point de gober n'importe quoi. C'est juste être vigilant. Et pour vraiment terminer, soyons cohérents jusqu'au bout. Appliquons ce principe à cette présentation. Quels sont ses biais? Quels raccourcis ont été pris pour simplifier le message? Qui l'a fait et dans quel but? Parce que le premier réflexe de l'esprit critique, c'est de tout questionner, y compris ce qu'on vient d'entendre. La partie ne fait que commencer.